Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom du Centre d'Action Laïque, laissez-moi vous souhaiter un bon début d'année. Allez, osons, une bonne année 2021 que nous espérons la meilleure possible. Restons optimistes. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. J'ai le plaisir de recevoir ce soir dans Libre Ensemble le professeur Jean-Michel De Waal. Bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur en sciences politiques à l'ULB et Ricardo Gutiérrez. Bonsoir. Ricardo, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Il y a un an, la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen prenait ses fonctions. À l'époque, rien ne pouvait laisser présager ni la violence de la pandémie qui allait heurter l'Europe et le monde de plein fouet quelques mois plus tard, ni ses effets sur l'économie. On s'interroge ce soir sur le travail effectué, notamment en matière de respect de l'état de droit, mais aussi le manque de solidarité entre ces pays européens pendant la crise du Covid et les atteintes aux droits fondamentaux. Comment le Covid fut peut-être l'occasion pour certains de renforcer des mesures coercitives. Et puis, nous sortirons des frontières de cette Europe pour voir avec vous, Ricardo Gutiérrez, comment en Biélorussie une contestation s'est organisée et est aux mains des femmes. Alors, professeur De Waal, je vais commencer avec vous. Un an de travail pour la Commission européenne d'Ursula von der Leyen. Quel est le bilan? La question revient souvent, c'est quel est l'état de la démocratie, son fonctionnement à l'heure d'aujourd'hui, début 2021? Il faut dire qu'être responsable politique aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Je suis habituellement un homme qui a un esprit critique bien développé, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par reconnaître l'immense complexité de tous les responsables politiques devant une situation totalement inconnue, dont on est dans une incertitude absolument complète, et donc il est évidemment toujours très facile, 3 mois après, de dire ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on aurait pu faire. On sent bien des sociétés extrêmement angoissées, extrêmement polarisées, et donc être responsable politique de gauche, de droite, écolo, tout ce que vous voulez, c'est tout de même extrêmement compliqué. Et alors, gérer l'Union européenne, qui doit gérer le Brexit, qui doit gérer cette crise économique, cette crise sociale, soyons modestes, j'éviterai de donner quand même trop de leçons aux responsables politiques. Il y a certainement des critiques à faire, mais néanmoins, il faut rappeler que la santé n'est pas un domaine de l'Union européenne, et donc quand on reproche à l'Union européenne de ne pas en avoir fait assez, la bonne critique que voilà, fallait-il encore que l'Europe s'occupe de la santé? Donc c'est toujours un peu les personnes qui sont les plus critiques de l'Europe, mais qui sont critiques parce qu'elle n'a pas assez de pouvoir. Il y a là un paradoxe assez étonnant, et on se rend bien compte qu'un domaine comme la santé aujourd'hui gagnerait à être géré à haut niveau supranational, au minimum, je dirais, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'OMS, au niveau mondial, bien entendu, parce que les frontières européennes, les frontières sont aujourd'hui mondiales. Donc je pense que le bilan de la Commission européenne est critiquable par certains points de vue, mais d'autre part reflète l'état des tensions entre les États européens, et un plan de relance, c'est une première du genre, a été acquis. C'est un moment historique pour l'Europe. Rappelons-nous la Grèce, combien les États refusaient d'aider la Grèce, ou simplement de laisser un peu de mou à la Grèce. Cette fois-ci, on va quand même beaucoup, beaucoup plus loin. On a réussi la sortie du Brexit. On verra bien exactement comment ça fonctionne. L'achat de vaccins, heureusement tout de même que ça a été fait au niveau européen, parce que si c'est pas fait au niveau européen, soyons clairs, les Allemands raflent tout et les Bulgares n'ont pas de vaccin. Donc voilà, on va passer à toute une série de questions sur les libertés individuelles, sur tout ce qu'on aimerait que l'Europe fasse en plus, en mieux, mais je pense qu'il faut être de bon compte, et je pense que les critiques ne sont acceptables et recevables que si on commence d'abord par dire tout ce qui a été réussi dans une année dramatique, et je trouve que le bilan donc n'est pas aussi si mauvais que cela. On a connu quand même l'Europe largement plus à côté de ses pompes que cette fois-ci, d'autant plus que l'Europe s'occupe de sujets qui
préoccupe les citoyens, les vaccins et un plan au niveau économique. C'est ça aussi que la pandémie aura appris à l'Europe, cette gestion de la santé, vous pensez ? C'est là-dessus que l'Europe va rebondir peut-être le plus et le mieux ? Alors je pense que l'Europe a une opportunité extraordinaire. Toutes les crises font deux choses. Toutes les crises montrent les côtés les plus faibles de nos régimes politiques. Qu'est-ce que la Belgique a été belge pendant la crise? Qu'est-ce que l'Allemagne a été allemande? Qu'est-ce que la France a été française? Les crises servent de révélateur à toutes les faiblesses de nos sociétés. Et on voit bien au niveau des libertés individuelles, et on le voit bien au niveau des réseaux sociaux, et on le voit bien au niveau du complotisme, combien les crises sont révélateurs, et donc révélateurs des faiblesses au niveau européen. Mais les crises sont aussi des opportunités. Et la question est de savoir, est-ce que l'Europe parviendra à se saisir de cette opportunité-là pour se transformer? Il est bien trop tôt pour le dire. La crise financière de 2008, on n'a pas du tout saisi les opportunités nécessaires pour transformer les sociétés ou pour donner à l'Europe la mesure ou pour changer le cours des choses. L'Europe a une opportunité, je pense, devant elle. Ça va dépendre évidemment beaucoup de comment les opinions publiques et comment est-ce que les personnes réagissent. Personnellement, je suis plutôt inquiet. Je vois beaucoup de repli identitaire, beaucoup d'égoïsme. Il semble que chacune des professions a l'air de considérer que le Covid, c'est pas... On se demande d'ailleurs comment le Covid se transmet, puisque c'est ni dans les universités, ni dans les écoles, ni dans les restaurants, ni chez le coiffeur. On se demande. C'est pas à la maison. Donc, on se demande même comment est-ce que... Donc, voilà, il y a cette espèce de repli individuel terriblement corporatiste et ma grande crainte, c'est que je ne vois plus du tout où est la société, où est le nous, où est-ce que l'intérêt général, collectif l'emporte sur mon intérêt à moi qui vais comme... Allez, je ne vais quand même pas ne pas aller en vacances cet hiver ou... voilà, il faut quand même que j'aille dans ce centre commercial ou ne pas aller chez le coiffeur pendant un mois est quelque chose qui m'est absolument insupportable. Donc, voilà, c'est ça qui, je pense, sera déterminant et il est trop tôt pour voir si les sociétés vont basculer d'un côté ou de l'autre. Tout est possible, tout est ouvert, mais en tout cas, si on veut qu'elles basculent vers plus d'égalité, plus de solidarité, plus d'humanisme, si on veut tenir compte de toutes ces leçons, il faut préparer l'alternative. Il faut avoir quelque chose à proposer. Et pour le moment, tout le monde, moi aussi, est encore dans l'effet de sidération. Et donc, le monde de demain, voilà, pour le moment, on se contente de dire « Ah, vivement qu'on revienne à la normale ». On ne reviendra pas à la normale. Arrêtons de croire ça. C'est évident, parce que des tas d'habitudes sociales, économiques, le télétravail, toute une série de choses font qu'on ne revivra jamais comme on a vécu dans le passé. La question, c'est, est-ce que c'est pour le meilleur ou est-ce que c'est pour le pire? Mais si on veut imaginer le monde de demain, c'est maintenant qu'il faut évidemment se mettre au travail. Et c'est ce qui explique aussi ma crainte, c'est que je ne vois pas de réflexion, de personne, à vrai dire, sur c'est quoi le monde de demain. Je suis professeur d'université, comme Ricardo, je donne des cours. C'est quoi donner cours à distance? Où est la réflexion? Où est l'esprit critique par rapport à ça? Je ne l'ai pas, hein. Je ne dis pas que, mais enfin, je ne suis pas en train de dénoncer les universités qui devraient... C'est pas ça, mais on ne l'a pas. Et demain, notre monde, nous voulons qu'il ressemble à quoi? Étant donné tous les dangers qu'il a, je pense qu'il est clair que si nous ne produisons pas des projets, de l'intelligence, de l'optimisme, des objectifs à atteindre pour la société, d'autres vont le faire à notre place. Oui. Ricardo Guterres, par rapport à cette question soulevée par le professeur de Waal au niveau européen et chez nous, crise Covid. Alors d'abord sur la Commission européenne. Vous savez, la Commission européenne est un interlocuteur important pour la Fédération européenne des journalistes que je gère. Au niveau politique, c'est peut-être notre principal interlocuteur.
Et effectivement, moi je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Jean-Michel de Waal. On sent quand même un souffle nouveau. Pour moi, la Commission était avant tout un organe technocratique. Et on a vu débarquer quand même des gens qui sont davantage porteurs de valeurs. Je pense qu'ils ont compris que l'Europe allait se perdre et définitivement perdre tout crédit d'ailleurs si elle ne renouait pas avec les principes fondamentaux qui ont justifié en fait la naissance, la construction européenne. Et on le sent même dans l'intitulé de certaines compétences de ces commissaires. Nous, on travaille beaucoup avec Vera Jourová, qui est la commissaire tchèque, la vice-présidente de la Commission en charge des valeurs et de la transparence. Voilà. Une commissaire en charge des valeurs et de la transparence. Voilà. Je veux dire, ça montre. Et cette commissaire, je peux vous dire que jamais, de la part de la Commission européenne, je n'ai senti autant de volonté de soutenir le secteur que je représente, le secteur des médias, les journalistes. On a eu énormément de réunions avec elle et la presse, vous le savez, est particulièrement impactée par la crise, la pandémie. Et on n'a jamais senti autant de volonté de sauvegarder, en fait, cette presse. Et de la considérer comme un élément indispensable à la démocratie aussi, parce que c'est un peu ça, l'importance de la presse, elle n'est pas importante en soi comme secteur économique, elle est importante parce que c'est un contre-pouvoir essentiel en démocratie, et pour la première fois, on a des commissaires européens qui reconnaissent ce rôle. Et ça, je dois vous dire que c'est pour nous un soulagement de voir enfin ce secteur pris considéré à sa juste valeur en quelque sorte, et pas juste comme un secteur économique de plus. Ça ne veut pas dire qu'on est plus important que les autres, mais ça veut dire tout de même qu'on a besoin d'une attention particulière et qui n'est pas ici, mon point de vue n'est pas corporatiste. Vous savez, je dis souvent, quand je défends la liberté de la presse, je ne défends pas le privilège des journalistes, je défends le droit des citoyens à accéder à l'information. Liberté d'opinion et là, voilà, je sens, comme Jean-Michel de Waal l'a si bien exprimé, un souffle nouveau, mais qui était indispensable. Et ce souffle nouveau, il est d'autant plus bienvenu qu'on affronte des défis invraisemblables en termes de santé, d'économie. Donc oui, comme lui, comme Jean-Michel de Waal, je ne vais pas donner de leçons, je vais plutôt vous dire que je me réjouis de voir en tout cas la manière dont cette commission réagit. Je rejoins aussi Jean-Michel de Waal sur l'absence de visibilité sur le monde de demain, qui ne sera ni un retour à la normale, ni à l'anormale qu'on connaissait précédemment. Et notamment, on en parlait hors micro avant cette émission, sur le défi climatique, l'environnement. Est-on prêt à prendre les mesures nécessaires? Pourra-t-on à la fois surmonter le défi économique de cette pandémie, mais aussi le défi bien plus grand encore que représente l'objectif d'un développement durable et le sauvetage du climat, en tout cas de l'équilibre climatique. Là, comme le professeur de Waal, je ne vois rien venir. Je suis un peu... mais bon, j'ai l'énergie du désespoir. On se dit qu'on ne peut pas quand même baisser les bras et j'ai plutôt envie de retenir les éléments positifs, en tout cas, qui me permettent de ne pas être totalement déprimé. Et je pense que voilà, il y aura des gens qui se retrousseront les manches. J'espère que, en tout cas, pour ce qui me concerne, la profession que je représente, ou en tout cas que j'essaye de représenter, il mettra du sien, parce qu'on a aussi notre rôle à jouer en tant que journaliste. Pour le bilan, on le sent, vous êtes tous les deux positifs et optimistes par rapport à cette commission. On va quand même pointer un manque, beaucoup on pointait un manque de solidarité face au Covid dans les pays de l'Union européenne. Comment cela s'est fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui et que les pays pourraient retrouver un peu plus de solidarité, ou ça ne va faire que s'aggraver? Donc je pense que le Covid fait prendre conscience que les frontières européennes n'ont décidément pas de sens. Et que le repli sur soi est difficile. Il est absurde, et que priver, comme on l'a fait de façon odieuse, les Italiens de masques et de respirateurs était complètement absurde, puisque plein de touristes allaient en Italie, encore à l'époque, et ramenaient le virus chez nous. Et donc, quelque part,
le Covid montre que il nous fait prendre conscience que nous sommes tous sur le même bateau, que nous sommes tous sur la même planète et qu'il n'y a aucun sens à vouloir faire une petite citadelle. Voilà, les pays qui vont réussir leur campagne de vaccination, si les voisins n'en font pas de même, aujourd'hui, ça ne résoudra évidemment rien du tout. Mais pourquoi est-ce que l'Europe aurait été plus solidaire dans ce domaine-là, en plus où elle n'est pas compétente, alors qu'elle n'a pas été solidaire sur la Grèce, alors qu'elle n'est pas solidaire sur toute une série d'autres questions. Donc il y a évidemment un repli national extraordinaire. On le voit bien, on est appelé à... C'est un discours qui nécessiterait plus d'analyse. On n'a pas le temps ici, mais je suis très frappé par tout ce discours acheter local, acheter belge, regarder les publicités en France, les jouets français, le fauteuil français. C'est pas simplement le fromage ou le vin français, c'est la table, donc français, pas européen. Moi, je serais plus à l'aise si on me disait on va faire de la publicité pour le jouet européen, parce qu'on sait que les conditions de travail des gens qui ont fait ces jouets ont certaines normes. Donc, évidemment, pour le moment, on est sur un repli. C'est tout le travail de cette commission dont parlait Ricardo Gutiérrez sur les valeurs européennes, et que le citoyen qui était de plus en plus eurosceptique, faut pas se le cacher, serait enfin peut-être guidé dans ces valeurs-là ou... Bien sûr, mais je pense que les hommes politiques, Emmanuel Macron doit se faire élire en France, pas en Espagne, et donc il doit convaincre les Français, pas les Espagnols, pas les Italiens, et même parfois d'ailleurs, il a été de bon ton d'être anti-allemand ou anti-italien. Madame Merkel a joué dans la crise grecque le Sud fainéant contre le Nord. Mais bon, écoutez, on est drôle, nous, ici à Bruxelles, parce qu'enfin, on est dans un pays où on connaît quand même ça très très bien. Rendre les Flamands responsables de tout ce qui ne va pas en Wallonie, pas un bon exemple, et tous les Wallons fainéants et drogués vus par certains partis politiques flamands. Bon, étant donné qu'on connaît cela très très bien en Belgique, les mêmes causes sont les mêmes effets. Et non, voilà. Alors, est-ce que cette crise peut permettre l'émergence d'un sentiment européen ? Si les vaccins fonctionnent bien, si les achats de vaccins fonctionnent bien, si on peut coordonner les mesures, si le plan économique, à mon avis, qui est beaucoup beaucoup trop faible, il n'y a pas du tout assez d'argent pour lancer l'économie. Mais bon, je comprends bien que dans un premier temps, il fallait passer par là. Il faudrait 2, 3, 4 fois plus quand on voit ce que Obama a relancé et a investi pour relancer avec grand succès l'économie des États-Unis. Le compte n'y est pas en Europe. Alors, est-ce qu'on peut tabler là-dessus ? On peut on peut l'espérer, mais dans le repli national, je crains que ce qui intéresse les Auvergnats, c'est ce qui se déroule en Auvergne. De nouveau, en Belgique, quand à Anvers ça a explosé, on était tous à montrer les Anversois du doigt, et je crains que si une commune de Bruxelles est plus frappée, on va vouloir construire un mur pour isoler la commune de Bruxelles. Donc je suis pas très très optimiste à ce niveau-là. Je voudrais simplement dire quelque chose sur la presse, parce qu'à la fois elle est en terrible difficulté. J'allais effectivement demander, Ricardo, est-ce que les médias ont un rôle ? Mais à la fois, vraiment, tout le monde est branché. Je veux dire, le rôle d'information, le rôle de pédagogue de la presse n'a jamais été aussi important depuis des décennies. Voilà, Jean-Michel de Waal me pose la question à Ricardo à ma place. J'allais justement le demander. Les médias, Ricardo Gutiérrez, ont vraiment un rôle à jouer au niveau européen aussi et surtout. Alors, plus qu'un rôle, ils ont une responsabilité en tout cas. C'est sans doute ce que Jean-Michel de Waal voulait dire. Une responsabilité parce que d'abord, il y a
circulation insensée, invraisemblable de fake news, de désinformation autour des vaccins, autour de... et donc il y a vraiment le rôle pédagogique d'expliquer les choses, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, de permettre en tout cas aux citoyens de distinguer le vrai du faux. Je pense aussi que... Et je le sens, je siège au Conseil de déontologie journalistique en Belgique et je vois que de plus en plus de citoyens y ont recours. Donc il y a, je pense que ça trahit ou que ça traduit plutôt une volonté, un appel des citoyens pour une presse responsable, c'est-à-dire qui respecte les principes éthiques. La recherche de la vérité, donner la parole aux personnes qu'on accuse, etc. Enfin, tous les grands principes journalistiques que malheureusement on n'applique pas toujours. Et c'est pour ça que je vous disais que quand je disais que les journalistes ont leur rôle à jouer, c'est aussi celui-là, de balayer devant leur porte et de reconnaître parfois leurs faiblesses. Je discutais avec des amis qui m'interpellaient sur le fait que la presse n'arrête pas de parler que du Covid et qu'il ferait bien de parler d'autre chose. Et ils ont raison. Je veux dire, voilà, donc plus que jamais, on a besoin d'une presse responsable, mais de journalistes qui s'interrogent sur ce qu'ils font. Donc il y a un regard de la profession sur ses propres, parfois délires ou parfois emballements. Je ne vais pas reparler de l'histoire de ce cycliste dans les fagnes, etc. Mais donc, voilà, on se rend compte... Mais, alors, parfois, la presse est très critiquable, mais heureusement, elle se sauve. Dans les jours qui suivent, souvent, elle se rend compte de ses propres errements, de ses propres erreurs, et elle rattrape, je dirais, les erreurs en produisant un travail qui soit plus dans cette veine responsable, etc. On est face à... Vous savez, la presse aujourd'hui... elle se trouve dans un contexte totalement différent de celle d'il y a 20-30 ans. Il y a une espèce d'emballement par les réseaux sociaux, chacun aujourd'hui est vecteur d'information. Chaque citoyen peut diffuser une information. Et donc le journaliste professionnel, il est pris entre cette pression à aller vite et en même temps sa déontologie professionnelle qui l'incite à ne pas aller vite, à vérifier l'information, à multiplier les sources, à contrôler ce qui est dit, à ne pas mettre en cause des personnes indûment, etc. Et donc, voilà, il y a cette tension qui, par l'essor des réseaux sociaux, rend le métier beaucoup plus difficile. Moi, j'ai tendance, venant du métier, à accorder des circonstances atténuantes, on va dire, à la profession quand elle s'égare. On s'égare, mais la grandeur qu'on doit avoir, c'est celle de reconnaître nos errements et de faire mieux la prochaine fois. Donc moi, je sens cette volonté dans les rédactions. Je pense que beaucoup de journalistes sont... Alors, il y en a qui sont désespérés et qui quittent le métier. Malheureusement, les études sociologiques de Jean-Marie Charon, notamment en France, montrent que il y a un des effets de la crise, c'est le découragement, le fait que des journalistes quittent la profession parce que s'ils y restaient, ils tomberaient en burn-out ou ils n'arrivent plus en fait à atteindre leurs idéaux, à mettre en pratique leurs idéaux professionnels. Il y a cette tension qui fait que mais en même temps, on sent qu'il y a un appel de la part de la profession à être plus qualitatif, plus transparente aussi. Est-ce qu'au niveau européen, avec cette pandémie, il y a eu des collaborations et une réflexion entre différents collègues européens, journalistes? En tout cas, là encore, dans la gestion de l'information, notamment. La Commission européenne a apporté, je dirais, des outils parce qu'il y a des projets européens nouveaux qui permettent par exemple de promouvoir l'autorégulation journalistique, donc les conseils de presse, les conseils de déontologie, qui n'existent pas dans tous les pays européens, et donc on en a 2 en Belgique. Il y a maintenant un projet européen qui vise à établir des conseils de déontologie dans tous les pays. Il y a des projets européens en matière d'éducation aux médias, très important aussi, donner les armes aux citoyens pour que lui-même, finalement, soit capable de choisir ou de voir ce qui est crédible ou qui ne l'est pas. Il y a des projets européens qui visent à promouvoir le pluralisme des médias, très important aussi quand on sait que dans certains pays, la Hongrie et la Pologne et d'autres, il y a une concentration énorme de la propriété des médias aux mains de quelques oligarques, pratiquement tous proches évidemment des gouvernements en place. Et donc je pense qu'on n'a jamais eu autant, en tout cas, de projets européens qui visent à promouvoir éducation aux médias, pluralisme des médias et qualité de l'information, notamment par le développement, la promotion de l'autorégulation journalistique. Rapidement, il nous reste 4 minutes environ avant de passer
c'est la fin de l'émission sur le problème biélorusse. Vite fait, Jean-Michel de Waal, justement, état de droit, liberté fondamentale, qu'est-ce que ce Covid a... Il a évidemment mis sur la table des problèmes gigantesques de traçage, de liberté individuelle et mesures coercitives. Voilà, mais évidemment, de nouveau, vaccination obligatoire, pas obligatoire, on vérifie, vous pouvez sortir de chez vous, qui peut le vérifier, et ainsi de suite. Ce qui me désespère un petit peu, c'est que je ne vois de nouveau pas où le débat a réellement lieu. C'est un débat fondamental d'un équilibre entre l'intérêt collectif et ma liberté individuelle. C'est un vieux débat, il a déjà été fait depuis des siècles et des siècles, mais on est dans une nouvelle période et je pense que il faut redébattre de cela. Cette période semble très peu propice aux réflexions et au débat. Ricardo Gutiérrez, le Parlement européen dont on parle, a décerné aussi jeudi 22 octobre le prix Sakharov des droits de l'homme. C'est souvent un prix qui précède un prix Nobel de la paix, oui. On le sait, à l'opposition démocratique en Biélorussie. Expliquez-nous rapidement pourquoi et pourquoi il faut garder à l'œil ce pays-là. Il y a vraiment une opposition aux mains des femmes, et ça c'est tout à fait historique aussi. Oui, aux mains des femmes et à travers elles la société civile. Il y a un mouvement citoyen là qui est extrêmement digne, extrêmement pacifique. C'est pas du tout la même chose qu'en Ukraine par exemple, où ça avait pris un tour beaucoup plus violent. Moi je suis très admiratif en fait de nos collègues biélorusses. On dit souvent en résumé que c'est la dernière dictature d'Europe. C'est le cas. Loukachenko a une emprise terrible sur la société. Malheureusement, on a été très indulgent avec la Commission européenne, avec les organisations internationales. Ici, je le serai un peu moins. On a laissé Loukachenko se réinstaller après les élections. L'Europe, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, donc les organisations intergouvernementales internationales n'ont pas réagi assez vivement et assez rapidement à la fraude électorale massive qui a fait que le 9 août, Loukachenko a été réélu à plus de 80 ou 90% des voix, alors qu'on avait des preuves flagrantes de la fraude électorale. Et donc on voit un peuple se lever, manifester tous les samedis, tous les week-ends, depuis des semaines et des semaines, et malheureusement pas assez de quelques sanctions européennes qui ont tardé, une deuxième vague de sanctions, mais après X mois d'attente encore, de vagues promesses de Loukachenko d'organiser un référendum au cours duquel il se retirerait, dit-il, mais tout ça lui permet de gagner du temps et de rester en place. Alors, j'ai eu mes collègues de l'Association biélorusse des journalistes ce matin au téléphone. Il y a 8 journalistes actuellement en prison en Biélorussie. 480 journalistes ont été détenus en 2020 en Biélorussie. 97 journalistes ont été condamnés à des peines de prison. En 2020. Donc on a une situation vraiment terrible en Europe et je dirais un relatif manque de réaction par peur de froisser la Russie peut-être ou que sais-je, ou un concours de circonstances qui faisait aussi que certaines organisations comme l'OSCE étaient en période de transition et ne pouvaient pas réagir comme elles l'auraient fait normalement, on va dire, mais en tout cas une répression terrible qui, d'après mes collègues ce matin encore me disent, s'intensifie avec l'arrestation, par exemple, des responsables du Press Club de Minsk, de Biélorussie, qui était un lieu de liberté, qui a été créé par les journalistes pour créer des espaces de liberté, en fait. Et une machine de répression invraisemblable qui fait, par exemple, que pratiquer le journalisme comme journaliste indépendant en Biélorussie est illégal. Et donc, ces journalistes n'arrêtent pas de se prendre des amendes administratives, des peines de prison administratives, qui restent 4-5 jours en prison. Enfin, jusqu'à présent, c'était 4-5 jours. Maintenant, ça passe plutôt à 10-15 jours. Vous voyez, on intensifie la répression. Et donc là, voilà, j'appelle de mes voeux vraiment une mobilisation de la communauté internationale. Pour soutenir parce on est presque, moi, il m'est arrivé de dire, nous sommes complices de ce qui se passe si nous ne réagissons pas ou si nous réagissons par des mesurettes. Et soutenir donc cette opposante, Svetlana Tikhonova. Comment dites-vous?
Tikhanovskaya. Voilà, c'est très bien dit. Je ne le Tikhanovskaya, répéterai pas. qui est en exil, mais qui continue à porter le flambeau de l'opposition et qui est Très soutenu donc, sur le terrain par les citoyens et citoyennes. Là aussi, on en reparlera dans cette émission, à garder à l'œil. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette première émission avec plaisir. 2021 et d'avoir fait le bilan. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, encore et toujours pour de nouvelles thématiques laïques. À très bientôt, bonne soirée à vous.